On va commencer ? Je t'écoute, je suis prête. Et si on pouvait aider la planète avec sa fourchette et avoir un impact sur la société à chaque bouchée ? Ce podcast donne la parole à ceux qui cultivent des solutions pour nous aider à mieux manger. Chaque mois, ils nous livrent ici les ingrédients d'une alimentation durable et ils apaisent notre faim de mieux comprendre, enfin, ce qu'il y a dans nos assiettes. Bienvenue, je suis Julie Vanocelle et vous écoutez La Recette. La recette de quoi, du bonheur ? Alors on parle bien d'une recette de cuisine. J'aimerais bien qu'on me donne la recette. La recette que j'essaye d'appliquer tous les jours. Alors j'en ai plein des recettes. Donc je vais vous donner la recette la plus simple. Donc bienvenue aux petites cantines. Merci. Donc la plupart effectivement vous connaissez déjà. Donc on est dans un restaurant associatif et participatif. Donc ce matin en fait il y a une joyeuse brigade qui est venue nous aider à cuisiner ce bon repas. Donc il y avait Geneviève, Tiffaine, Roman, Mathilde, Jasmine, Emmanuel et Nix. Donc bravo sans vous clairement on ne mangerait pas comme il dit. Donc merci. Eh ben, bon appétit, profitons du repas. C'est l'un des premiers restaurants où je suis allée déjeuner quand je me suis installée à Lyon il y a 6 ans. Il faut dire que j'étais très intriguée par cette cantine au coin de ma rue où l'on pouvait venir cuisiner et manger avec d'autres habitants du quartier. À l'époque, je ne connaissais ni l'incroyable histoire de ce lieu, ni la personne inspirante qui en avait eu l'idée. Je m'appelle Diane Dupré-Latour, je suis la cofondatrice des Petites Cantines et l'autrice de l'ouvrage Comme à la maison, paru chez Actes Sud. Les Petites Cantines, c'est aujourd'hui un réseau de 14 restaurants participatifs dans lesquels près de 40 000 repas sont servis chaque année à prix libre. Alors, qu'est-ce que vous nous préparez de bon ? Une paella. Diane vient de publier un livre intitulé Comme à la maison, dans lequel elle raconte son histoire et l'accident qui a fait basculer sa vie il y a 11 ans. Alors, comment transformer une épreuve de vie en un projet à impact ? Quel est le rôle du repas dans la construction de nos relations ? Je sais pas. Je crois qu'on est 12, mais il y a de la paella pour 20. Et comment un restaurant de quartier peut réussir à bouleverser les codes de notre société ? Génial. Voilà. Merci beaucoup. C'est parfait. Voici la recette de Diane Dupré-Latour. Et pourquoi on pousse la porte des petites cantines la première fois alors ? C'est difficile à pousser, mais quand on la pousse, on a du mal à partir. Parce que ça fait comme une deuxième maison, ça fait comme une deuxième famille aussi. Bonjour Diane. Bonjour. Merci de m'accueillir chez toi à Lyon. Diane, tu es la cofondatrice des Petites Cantines, un réseau de restaurants participatifs à prix libre où chacun peut venir mettre la main à la pâte et partager un repas. Tu viens aussi de publier un livre intitulé Comme à la maison, qui raconte ton histoire personnelle, qui a donné naissance à cette aventure professionnelle. Quand tu parles de ton livre, tu dis souvent qu'il s'agit d'un livre sur la confiance. Pourrais-tu, en guise d'introduction, nous expliquer pourquoi et quel rôle joue la confiance au sein des Petites Cantines ? Comme à la maison, c'est un livre qui est parti d'une question, quel a été le fondement des Petites Cantines, et qui m'a amené à une sorte de relecture de mon parcours, qui mêlait à la fois des problématiques personnelles, assez intimes parfois, et aussi des problématiques plus sociétales. Et en fait, à force d'écouter les convives des Petites Cantines, à force d'écouter ce qui s'était passé pour moi, je me suis rendu compte qu'il y avait un fil rouge, qui était celui de la confiance, et j'ai eu envie de creuser cette question, de comprendre ce que c'était pour moi la confiance, quel rôle ça avait joué dans ma vie, et quel rôle ça pouvait jouer dans la société. Et alors, quel rôle ça peut jouer dans la société, la confiance ? En fait, je me suis aperçue que c'était presque un impensé. C'était un des grands impensés de notre société occidentale. On peut parler de la volonté, on peut parler des émotions, on peut parler de la raison, mais la confiance, c'est un peu comme un iceberg. On n'en voit que la partie émergée. On a l'impression que c'est juste un ressenti, parfois quelque chose d'un petit peu, une notion un peu psychologisante dans nos relations interpersonnelles, éventuellement dans notre relation à nous-mêmes. Et je me suis rendu compte qu'elle se nichait au cœur de chacune de nos actions. Et j'étais très intéressée par les propos d'un philosophe qui s'appelle Marc Hunyadi, un philosophe d'origine hongroise qui est installé à Bruxelles,
écrit en français, et qui dit, en fait, la confiance, c'est ce dans quoi nous séjournons. C'est pas juste une question de relation à l'autre, c'est une question de relation au monde. Et ça m'a permis de comprendre comment, en fait, sans confiance, c'est impossible d'habiter le monde. C'est impossible d'être présent à ce qu'on fait, c'est impossible d'entrer en résonance, en réciprocité. Alors que quand on active ce muscle, parce que pour moi, la confiance, c'est un muscle, et ça, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on l'a tous à l'intérieur de nous. Il n'y a pas quelqu'un ici qui l'a pas. C'est à l'intérieur de nous, simplement, c'est un peu atrophié. Mais quand on remuscle cette confiance, eh ben ça décuple pas forcément notre pouvoir d'achat, mais notre pouvoir d'agir. Merci beaucoup pour cette introduction. Avant que tu nous en dises plus sur les petites cantines et sur ton livre, est-ce que tu peux commencer par nous parler de toi ? Où as-tu grandi, Diane ? À quoi rêvais-tu petite ? Et quel goût avait la cuisine de ton enfance ? Alors, moi j'habite à Lyon aujourd'hui, mais j'ai grandi à Paris. J'ai vécu aussi un peu à Prague, en République tchèque. J'ai 4 enfants. Ça veut dire qu'ensemble, on forme une famille monoparentale. C'est 25% des familles en France. Et sur ces familles monoparentales, il y en a beaucoup qui sont des femmes. J'en parle parce que ça, c'est une réalité sociale qu'il ne faut pas négliger dans nos expériences individuelles et collectives. Quand j'étais petite, je voulais être facteur. Je ne sais pas si on dit factrice, facteur. Quand j'étais petite, on disait facteur. Parce que j'avais une telle joie à recevoir une lettre, à trouver un courrier dans ma boîte aux lettres, que j'avais envie d'en faire mon métier. Aujourd'hui, je réalise que ce qui s'exprimait derrière ça, c'était mon besoin de me sentir reliée, ma joie, ma soif de l'échange, et aussi peut-être mon goût pour l'écrit, qui était quand même là déjà petite. Finalement, je suis devenue journaliste. Moi, je vois le lien, parce que être journaliste, c'est créer du lien, faire changer de regard. Il y a quelque chose quand même en rapport avec ce rôle de facteur qui relie les gens entre eux. Et puis, à la faveur d'un accident de la vie, j'ai bifurqué et je me suis tournée plutôt vers le repas, qui est un autre média. Mais finalement, je crois que je poursuis toujours la même finalité, qui est de créer du lien, de faire changer de regard, faire tomber les préjugés, déconstruire les miens et par la même occasion proposer aux autres de déconstruire les leurs, se risquer à la rencontre. Et puis aujourd'hui, je découvre encore un autre média, qu'est la littérature, avec ce récit qui est comme à la maison et dont je constate encore une fois que je l'ai fait pour répondre à mon besoin de me sentir reliée. Et est-ce que tu te rappelles dans ton enfance justement un petit peu quel goût avaient les plats ? Est-ce que tu vois aujourd'hui un lien entre cette période et ce que tu fais aujourd'hui ? Moi, je ne peux pas ne pas mentionner un gros clin d'œil de la vie parce que je me souviens notamment de ma grand-mère. J'ai une grand-mère qui était alsacienne. Donc les repas, c'était très important. On passait facilement 4 heures à table. C'était vraiment le point d'orgue des retrouvailles familiales. Et c'était notamment la grande spécialiste des tartes aux mirabelles. Et ça, c'est super parce que les enfants peuvent aider. Il faut dénoyauter, il faut bien disposer les mirabelles, etc. Il y a tout un rituel. Et le clin d'œil, c'est que le jour où on a ouvert la première petite cantine à Lyon, dans le quartier de Vèze, le 1er septembre 2016, la veille, il y a une dame qui est arrivée avec un gros panier de mirabelles de son jardin et qui nous a dit « Ah, j'ai vu que vous ouvriez un restaurant participatif. Est-ce que ça vous dit ? J'ai plein de mirabelles à donner. » Et du coup, le premier dessert, ça a été une tarte aux mirabelles. Donc ça, c'est rigolo. Et puis, je me souviens aussi de ma mère qui s'est intéressée très tôt à l'alimentation végétarienne, bien avant les transformations des mentalités, bien avant les prises de conscience écologiques. Elle s'y est intéressée par goût et par curiosité scientifique. Et du coup, elle a écrit un livre d'approche scientifique, pratique, et qui contient pas mal de recettes, qui cherchent à trouver un équilibre nutritionnel et gustatif pour rendre l'alimentation végétarienne gourmande et qu'elle puisse répondre à nos besoins. Elle travaillait dans une école de cuisine qui s'appelle Ferrandi. Elle était au contact avec des restaurateurs entrepreneurs. Et je me souviens encore, à l'époque, vous savez, on avait un répondeur téléphonique collectif là dans le salon. Je me souviens de l'appel d'un journaliste. C'était au moment de la crise de la vache folle. Il voulait en savoir un petit peu plus sur le travail de ma mère. Et moi, j'étais enfant et je me suis dit, tiens, la société s'intéresse à ce qui se passe à la maison. Et je me souviens encore de mon étonnement à ce moment-là.
D'accord. Et donc, tu as choisi de devenir journaliste. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Quelles études tu as fait et pourquoi ce métier? Moi, je suis pas du tout une bête à concours, donc je me suis pas vraiment tournée vers... En fait, pour rejoindre une école de journalisme, il fallait passer des concours et voilà, j'avais tellement peur de l'échec que je me risquais même pas à essayer. J'ai fait des études littéraires. À travers ces études, je me suis intéressée à un romancier franco-tchèque qui s'appelle Milan Kundera. Et je me suis intéressée à la question de l'altérité dans son œuvre romanesque, et notamment à son rapport à l'Europe. Et moi, ça m'a passionnée, au point que j'ai eu envie de faire des études européennes, spécialisées dans l'Europe centrale, et à la faveur d'une rencontre avec Nathanaël, qui est devenu plus tard mon conjoint, de m'installer en République tchèque, d'apprendre le tchèque et de me passionner pour cette culture. Donc comme quoi, un livre, ça peut provoquer des déclics. Ça peut avoir un impact aussi fort qu'une rencontre dans la vraie vie. Je pense qu'un livre, c'est une rencontre, en fait. Et derrière, il peut y avoir une générosité, une ouverture de vie, une ouverture de regard qu'il ne faut pas négliger. Et justement, la suite de ton histoire se trouve dans ton livre, qui est à la fois passionnant et bouleversant. Tu y racontes notamment une période très douloureuse de ta vie et l'accident de voiture en 2013 qui a coûté la vie à ton mari et blessé l'un de tes enfants. C'était il y a plus de 10 ans. Pourquoi tu as décidé d'écrire ton histoire aujourd'hui? Alors, le déclic, il est venu de l'extérieur, une sollicitation pour que j'écrive et que je partage ce que m'avait appris cette expérience de vie. Et toute la dimension collective qui en a suivi. Mais je pense qu'en fait, c'est simplement parce que c'était le bon moment pour moi à ce moment-là, et peut-être pour mes enfants aussi, de se détacher d'une partie de notre histoire. Pour pouvoir se détacher d'une partie de son histoire, il faut qu'elle soit complètement digérée, acceptée, et qu'elle soit plus trop intimement liée à notre identité. Peut-être à un moment donné, il y a des choses qui nous construisent, qui nous définissent, et puis à un moment donné, on les laisse aller, on les laisse couler. Moi, j'aime bien dire que la vie, c'est liquide. Je pense que le moment était venu, et le processus de création que constitue l'écriture a permis à ce petit morceau de nous de se détacher pour aller vivre sa vie maintenant à travers ce bouquin, en autonomie, un peu comme on couperait un cordon ombilical, et on dirait, maintenant, ce qui nous définit va au-delà de ça. On ne se résume pas à ça. Il y a des choses qui nous enferment parfois, des choses qui nous dépassent, il y a des processus de transformation. On a senti peut-être j'ai senti que ce cycle-là était bouclé peut-être. Et donc, c'est un livre qui revient sur ces années, mais qui ouvre aussi. C'est un livre qui donne du tonus, qui donne de l'énergie, qui a fait appel à toutes les ressources que chacun a en soi, et qui ouvre au champ des possibles qui est devant nous pour libérer la créativité, donner de l'autonomie, revitaliser, et que chacun révèle le potentiel qu'il a en lui. Les premières lignes de ton livre sont ce livre est le récit d'un accident de la vie, pas juste d'un accident de voiture. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire pour toi et pourquoi tu as choisi de commencer par ces mots? Oui, l'accident, c'est ce qui arrive de manière un peu extérieure et qu'on n'avait pas forcément prévu. Un peu comme la vie, en fait. C'est Jeanne Moreau, l'actrice et chanteuse, qui disait « La vie, c'est ce qui vous arrive quand vous faites ce qui n'était pas prévu ». Et la question, c'est quelle est notre disponibilité à ce qu'on n'avait pas prévu? En bien ou en mal, hein. Mais quand est-ce qu'on accepte, qu'on se laisse traverser, ou quand est-ce qu'au contraire, on est dans la résistance et il faut rester sur ce qu'on avait prédit, ce qu'on contrôle, ce qu'on maîtrise? Il me semble que la vie, elle nous invite à nous laisser déplacer. Je feuilletais tout à l'heure un livre sur la marche qui disait à quel point la marche, c'est un acte existentiel dingue parce qu'on est tout le temps en déplacement. Même si dans l'histoire de l'humanité, on s'est sédentarisé, je pense que d'un point de vue plus intérieur, on est chacun, chacune, tout le temps en marche dans des processus de transformation, comme l'est la vie tout simplement. Quand les choses sont figées, c'est pas bon signe. C'est là qu'arrivent des images toutes faites, des clichés, la morale qui vient nous enfermer dans des cases. Et il me semble que la vie, ça circule, quoi. C'est liquide, c'est fluide, c'est comme ces fleurs qui jaillissent entre les failles du bitume. Donc il faut pas avoir peur des choses même
très douloureuse, même très difficile qu'on peut avoir à traverser, moi je me dis qu'il peut toujours en ressortir quelque chose de bon, simplement à condition de rester relié, à condition de ne pas se couper des autres, de ne pas se couper du monde, de ne pas se couper de la vie. Et ça, cette tentation-là, elle ne vient pas que de l'extérieur, elle vient aussi parfois un peu de nous. L'isolement, il ne vient pas que des gens des systèmes ou autres. Il y a quelque chose en nous, quand même, contre lequel il faut lutter. Il y a toujours un peu une tentation du repli sur soi, à l'échelle individuelle ou collective. C'est un combat, quand même. C'est pas, on ne se laisse pas porter par le courant tout le temps, en fait. C'est pas... Moi, j'aime bien l'image de la marmotte. La marmotte, elle nage sur le dos et elle se laisse un peu porter. Mais c'est aussi un animal très agile, qui va construire, qui va être en collectif, qui va... Voilà, peut-être qu'il faut un peu des deux, quoi. Mais le combat, il est là, il est bien présent. Et parfois, il est surtout à l'intérieur de nous. Tu as dit l'important, c'est de continuer à se sentir relié. Justement, tout au long de cette épreuve, tu racontes dans ton livre une solidarité qui se met en place naturellement autour de toi. Il y a le soutien spontané d'autres passagères du train qui t'emmènent vers l'hôpital. Il y a ces voisins qui, dans la période de deuil, viennent te déposer des petits plats sur le pas de ta porte. On a le sentiment, en lisant ton livre, que ces petites attentions ont eu un rôle essentiel. À quel point elles ont joué un rôle important pour toi? Elles ont joué un rôle essentiel parce que j'étais à un moment de ma vie où je balançais entre ce besoin de retranchement du monde et en même temps cet appel de la vie, moi qui s'est incarné par mes enfants, qui étaient dans la vie, dans le présent, donc j'avais pas le choix, il faut que je suive. Enfin, j'avais pas le choix, c'est pas tout à fait juste, en fait, on a toujours le choix. Et j'étais à un moment de ma vie où il fallait que je choisisse. Il fallait choisir la vie, quoi. Et choisir la vie dans le vide, c'est compliqué, quoi. Par contre, choisir la vie en ayant la possibilité de s'appuyer sur des petits cailloux blancs, des petites choses qui marchent, des petites choses qui soutiennent, des petites choses qui éclairent la journée. Pour les autres, on a l'impression que c'est pas grand-chose. Mais moi, je me disais, ces personnes qui m'aident, qui me soutiennent, elles le font en plus de leur journée, en plus de tous leurs soucis, en plus de tout ce qu'elles ont à faire. Elles le font pas par devoir, mais juste par élan du cœur, en fait. C'est quelque chose qui est pas calculé, c'est quelque chose qui est plus fort qu'elles. Et je me dis, mais ça, c'est d'une beauté, c'est d'une énergie, c'est dingue, en fait. Et du coup, je me suis appuyée sur cet émerveillement-là pour rebondir et de petit pas en petit pas faire des choses qui me raccrochaient à la vie plutôt que des choses qui me faisaient ruminer mes difficultés en me disant que vraiment j'allais jamais y arriver et que j'étais au fond du trou. Il y a quand même un moment où il faut choisir ce qu'on regarde, choisir où est-ce qu'on pose ses yeux et choisir qu'est-ce qui va nous nourrir. Je crois que la notion de choix, elle est super importante. Si on n'a pas ce sentiment de liberté à un moment donné d'aller vers d'un côté ou de l'autre, en fait, on se laisse porter comme un bout de bois qui flotte sur un ruisseau sans jamais choisir sa direction. Moi, je crois que, quelle que soit la difficulté qu'on traverse, on ne choisit pas cette difficulté, on la subit, mais on peut choisir comment on va réagir. Vous venez souvent ici ? J'essaie de venir une fois par semaine quand je peux, pour partager, pour passer du temps avec des gens que je ne connais pas. Voilà, la cuisine, ça me permet d'établir des liens, des contacts et des liens. Donc c'est sympa, voilà. Ça permet d'ouvrir un peu son horizon, voir d'autres réalités. Et je trouve que ça fait du bien au quotidien. C'est essentiellement pour ça que je suis venue ce matin. Et puis aussi pour manger des choses que j'ai pas l'habitude de manger. Là, ce matin, aujourd'hui, on va manger de la paella, j'en mange pas souvent, donc ça combine plusieurs choses à la fois. C'est une belle combinaison. Dans ton livre, tu expliques que l'on confond souvent isolement et solitude. Tu y consacres même un chapitre. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence et pourquoi elle est importante ?
Oui, parce qu'aujourd'hui, plus il y a de bruit, d'agitation, moins on est confronté à cette solitude qui peut faire peur, mais moins il y a de vie aussi. La solitude, c'est quelque chose contre lequel on ne peut pas lutter puisque ça fait partie de nous. C'est lié au fait qu'on est unique. C'est lié au fait qu'il y a des choses que personne ne pourra vivre à notre place. C'est un peu difficile parfois puisque les choses douloureuses, on n'a pas envie de les vivre. On aurait envie ou pas envie de les vivre seul, mais c'est une épreuve de soi. Mais quand on la traverse, on en tire une force, une capacité d'autonomie en fait. La solitude, pour moi, elle est source d'autonomie. À la différence de l'isolement, qui va être beaucoup plus source de dépendance et qui est beaucoup plus une convention sociale. Là où la solitude, c'est intrinsèque à notre essence humaine, l'isolement, c'est plus lié à cette ligne des fractures qui consiste à définir qu'est-ce qui est dedans et qu'est-ce qui est dehors. On va définir ce qui est dans la société et ce qui est en dehors de la société. Et pour moi, on s'est trompé dans cette ligne de fracture. On s'est trompé dans notre convention sociale. On s'est trompé dans dans ce qu'on a institutionnalisé dans nos quotidiens. On garde dehors des choses on garde dedans des choses qui sont extrêmement violentes, des comportements qui sont extrêmement violents, des comportements qui sont plutôt des interactions des relations de pouvoir, de domination, ou beaucoup de comportements très indifférents. Et l'indifférence, c'est une forme de violence extrêmement sournoise, vraiment. Et on met dehors des choses qui nous font peur, comme la différence, par exemple. Or, plus je suis au contact avec des gens différents, plus je comprends ce qui est singulier chez moi, et ce que personne d'autre que moi ne pourra apporter, en fait. Et du coup, c'est ça qui va construire un jeu solide, et du coup, par extension, un nous solide, plutôt qu'une accumulation de moi qui, en fait, sont en train de passer à côté d'eux-mêmes, sont en train de passer à côté de leur vie, ne se connaissent pas vraiment. C'était sur dans l'Antiquité, les frontons des temples grecs, Gnotis Theoton, connais-toi toi-même. Aujourd'hui, ça, c'est un peu accaparé par des logiques de développement personnel qui ont leur intérêt, mais aussi leurs limites. C'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de se regarder le nombril. On ne va pas attendre d'être super développés tous pour entrer en relation avec les autres. C'est la relation avec l'autre qui va nous permettre de nous connaître bien. Je trouve qu'il ne faut pas rejeter la solitude parce que la solitude peut nous permettre de répondre à notre besoin de nous sentir reliés. On peut, dans une balade en forêt, une belle expo, un livre, répondre à son besoin de se sentir relié de manière beaucoup plus nourrissante et beaucoup plus absolue que quand on est dans le brouhaha ambiant. Mais on a aussi besoin d'aller vers les autres et vers des gens différents. Si on ne va voir que des gens qui nous ressemblent, soit parce qu'on a peur de la différence, soit parce qu'on ne fait pas l'effort de sortir des rails dans lesquels nous met la société, ou dans lesquels nous mettent les algorithmes, dans lesquels nous mettent nos parcours de vie. Si on ne fait pas cet effort, c'est un effort en fait, il faut lever des obstacles. C'est dur d'aller vers l'autre, c'est dur d'aller vers des gens différents. Moi la première, je mets toujours les autres dans des cases, et même après je sais pas combien d'années de petite cantine au compteur, voilà, je continue à tomber dans ce travers. Donc c'est vraiment que c'est un peu comme il faut se nourrir chaque jour. Et chaque jour il faut refaire cet effort et redécouvrir comme l'autre il résiste à toutes les cases dans lesquelles on a envie de l'enfermer par besoin de sécurité, de je sais pas quoi. Et c'est les deux en fait. On a besoin et de se sentir relié et non pas forcément hyper connecté dans tous les sens, et d'être seul parce que ça répond aussi à notre besoin de se sentir relié. Et je trouve que le discours ambiant de lutte contre la solitude est la meilleure manière de ne pas nous laisser cette occasion d'autonomie, de ne pas faire cet effort de créer des espaces dédiés à la solitude. Ce qui fait qu'il y a autant de gens en fait qui partent en burn-out ou qui ont besoin d'aller faire des retraites, des méditations, des choses zen, etc. juste pour essayer de se retrouver, de se reconnecter quand il y a tellement de bruit qu'on ne sait même plus si on a chaud ou froid, si on va bien ou si on va pas bien. Donc, ne luttons pas contre la solitude, mais luttons contre tous les isolements qui ne disent pas leur nom, qui se camouflent derrière des fausses barbes, de rapport au travail, de surimplication, de rapport aux écrans. Là, c'est eux qui nous dominent, qui nous aliènent, alors qu'ils devraient juste être un moyen au service d'usage plus vertueux. Voilà, donc je pense qu'on a comme ça des manières d'être les uns avec les autres à revisiter, et c'est ça le vrai combat
qu'il faut mener. Et en fait, c'est très important ça. C'est pas juste une question de jouer sur les mots, la signification des mots. Là, je parle d'expérience sociale. Quelles sont nos expériences sociales ? Donc, c'est important de bien distinguer la solitude, qui est précieuse, des isolements qui ne disent pas leur nom. Et justement, aux petites cantines, vous luttez contre l'isolement. Ce projet, donc, il est né quand tu as décidé d'écrire un nouveau chapitre de ta vie après l'accident qui a coûté la vie à ton mari. Tu as choisi d'arrêter ton métier de journaliste et de te lancer dans l'entrepreneuriat. Mais au début, tu n'avais pas d'idée précise. Ce que tu recherchais avant tout, c'était de rencontrer la bonne personne avec qui t'associer. Et d'ailleurs, quand tu vois pour la première fois Étienne Touvenot, avec qui tu as cofondé les petites cantines, tu lui parles de ton envie de proposer un espace dans lequel les gens puissent vivre des relations de qualité tout en répondant à un besoin concret. Mais il ne s'agit à ce stade pas du tout d'un projet autour de l'alimentation. Peux-tu nous raconter peut-être ce qui t'anime à ce moment-là et comment est venue ensuite l'idée des petites cantines ? Oui, après l'accident, j'ai pris une année que j'appelle un peu souterraine pour prendre le temps de me reconstruire et d'écouter vraiment ce qui était important pour moi, qu'est-ce qui était essentiel pour moi. J'avais cette envie de ne pas passer à côté de ma vie, de faire quelque chose qui me ressemble, et je n'avais pas conscience à ce point-là que plus je ferais quelque chose qui me ressemblait, plus ça rassemblerait largement. C'est-à-dire plus les choses nous sont propres, nous sont personnelles, plus en fait elles vont toucher à quelque chose de plus universel. J'ai vraiment tâtonné, j'étais dans le brouillard. Je me souviens encore d'une balade dans le massif du Pilat à côté de Lyon, où je voyais pas à 5 mètres devant moi, et je me disais, là, c'est vraiment une métaphore de ma vie. Et en fait, les choses se sont éclaircies quand je me suis dit, mais en fait, il faut pas que je cherche l'idée géniale, lumineuse, etc., mais plutôt que je me rapproche de personnes dont je sens qu'elles sont inspirantes, qu'elles me font du bien, qu'on va être complémentaires. Et du coup, c'était vraiment le tout premier petit pas, réfléchir autour de moi, de qui il était bon que je me rapproche. Et j'ai mis de côté tous mes très proches amis, parce que je me suis dit, pour monter un projet que je voulais plutôt entrepreneurial, il valait mieux qu'il n'y ait pas trop d'enjeux affectifs ou émotionnels et partir d'une page un petit peu vierge. Pour autant, j'avais quand même besoin de me rapprocher de quelqu'un dont je sente qu'il y avait une proximité de valeur, mais quand même suffisamment de distance pour que ce soit quelqu'un qui m'apporte des choses auxquelles je n'avais pas pensé, etc. Et c'est comme ça que j'ai pensé à Étienne. Étienne, qui était le conjoint d'une amie avec qui je travaillais, mais je ne connaissais vraiment pas très bien. Et ensemble, on s'est dit, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre disponible en termes d'agenda, l'un par rapport à l'autre, et partager des repas ensemble régulièrement, juste pour apprendre à se connaître et parler à voix haute. Et c'est comme ça qu'a émergé l'idée d'un restaurant de quartier. Très concrètement, ça s'est fait à l'occasion d'un MOOC, un cours en ligne gratuit, qui s'appelle « Devenir entrepreneur du changement », qui a été lancé par Ticket for Change et HEC. Dans ce MOOC, on nous demandait un petit cas pratique. Et donc, on a pris ce restaurant participatif. Donc, au début, c'était vraiment... il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait même pas, en fait, le côté participatif. Il y avait juste restaurant de quartier. C'est en commençant à faire ensemble que le potentiel de cette idée s'est révélé et surtout que le plaisir qu'on avait à faire les choses ensemble est arrivé de manière évidente. Et concrètement, comment ça s'est passé ? À un moment donné, on est allé poser des tréteaux à la sortie du métro dans mon quartier. On a écrit le mot « les petites cantines » sur un panneau et on n'avait pas grand-chose d'autre, en fait. Pas grand-chose d'autre en termes d'idées, etc. Et ce sont les habitants qui, en passant devant la table, à la sortie du métro, nous ont dit « Ah, c'est une bonne idée, on pourrait faire ça à prix libre, on pourrait faire du participatif, on pourrait organiser des animations à côté, on pourrait faire ci, on pourrait tester ça, tenez, j'ai une salle à manger à vous prêter, est-ce que vous avez besoin de ci ?» Et on s'est retrouvés comme ça avec une centaine d'adresses mail, de contacts, de personnes qui avaient envie de contribuer. Mais franchement, le matin même, on n'avait pas grand-chose. Je crois qu'on appelle ça la grâce des petits commencements. C'est-à-dire pas avoir peur que ce qu'on fait, c'est tout petit, ça ressemble à pas grand-chose, c'est juste une petite graine. Mais pas se dire, en fait,
qui a besoin d'un truc extraordinaire pour démarrer. Il suffit juste du premier petit pas. Et parfois même, heureusement, qu'on ne connaît pas à l'avance tout ce qui nous attend, parce que peut-être que par manque de confiance en soi ou par manque de confiance dans l'intelligence collective, on risquerait de ne pas franchir le pas. Ça serait vraiment dommage. Donc je trouve que c'est une chance de voir au début que les tout premiers pas qu'on peut faire, parce que ça, c'est quelque chose qu'on est capable de faire. Oui, il faut oser quand même descendre dans la rue pour mettre les tréteaux et rentrer dans cette démarche de co-construction, parce que c'est ça qui s'est passé du coup avec les habitants. Moi, ce qui m'a aidé à oser, c'est de sortir de la logique. Qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds ? Donc vite me dire, ouais, en fait, qu'est-ce que j'ai à perdre à tenter ça ? C'est quoi ? C'est que les gens ils vont me regarder de travers dans mon quartier ? C'est que ce jour-là, la météo prévoit de la pluie ? Je serai peut-être trempée, c'est pas grave. Qu'est-ce que je perds ? En fait, évacuer cette question-là et rentrer plutôt dans la logique. Qu'est-ce que je suis prête à donner ? Et après, le soir, se dire, qu'est-ce que j'ai reçu ? Et c'est ce va-et-vient, en fait, qui va du soir au matin, ou plutôt du matin au soir. Le matin, qu'est-ce que je suis prête à donner aujourd'hui ? Mais pas plus, en fait. Il y a des choses, moi, voilà, je trouve que se poser la question, qu'est-ce que je suis prête à donner ? C'est aussi la meilleure barrière contre la surimplication, contre le burn-out, contre... Voilà, cette difficulté qu'on peut avoir à poser des limites pour un projet, pour soi, etc. Je me suis toujours, tous les matins, je me demande qu'est-ce que je suis prête à donner. Et ça m'aide à positionner mon énergie au bon endroit et à me dire ça, je vais le faire. Ça, je vais le faire peut-être un peu autrement. Et ça, je vais pas le faire. Et c'est OK. Et le soir, quand je me dis qu'est-ce que j'ai reçu, c'est toujours supérieur à ce que j'ai donné. Et c'était en quelle année ? C'était quand exactement ce jour où vous avez installé ces tréteaux dans le 9e ? C'était en septembre 2015. Donc juste après avoir déposé les statuts de notre association, 1 an plus tard, la première petite cantine ouvrait ses portes physiquement. Ça veut dire que dans l'intervalle, on a fait des cantines éphémères dans le quartier de la Duchère. Pour l'anecdote, on a démarré le 13 novembre 2015. Donc on a démarré, pareil, le matin. Qu'est-ce que je suis prête à donner ? Je suis prête à donner le fait d'une matinée pour une cantine éphémère dans un quartier dans lequel je ne connais personne, avec une forte population issue de l'immigration, des gens qui se croisent sans forcément toujours se parler, une histoire de quartier aussi marquée par la sous-considération, etc. Et à la fin de la journée, à la fois la cantine éphémère, les attentats du 13 novembre 2015, et qu'est-ce que j'ai reçu en fait ? Et ce contraste d'expérience sociale dont on parlait tout à l'heure, m'a donné l'énergie pour le lendemain matin écrire au patron du MEDEF local à l'époque en disant « De quelle société rêvez-vous ? Je ne vous demande pas d'argent maintenant, je vous demande de me mettre en relation avec des dirigeants de votre réseau pour qu'ils soutiennent ce projet des petites cantines. Nous avons plus que jamais besoin de nous asseoir à table les uns avec les autres. » Je me suis dit, si moi, je ne fais pas quelque chose, là, maintenant, si je ne leur fais pas entendre l'urgence et aussi la responsabilité qu'ils ont. Je pense qu'à un moment, il faut qu'on ose mettre nos dirigeants, nos décideurs, nos élus face à leurs responsabilités. Si on s'écrase, si on dit rien, si on est dans l'indifférence, parce que finalement, nous-mêmes, dans nos parcours de vie, on n'est pas directement affectés par les choix qui sont faits à l'échelle plus collective, on est co-responsable de la situation. Mais on voit que quand on assume cette autorité qu'on a tous à l'intérieur de nous, on parlait d'autonomie tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de dire « mais je participe à l'écriture des règles de ce jeu de société qu'on joue tous ensemble », si on est sûr de cette légitimité-là, en face, des choses qui nous paraissaient une montagne font pchit. Et les personnes, parce qu'en face c'est des personnes, c'est pas que des rôles, c'est pas que des cartes de visite, elles entendent, ça fait écho pour elles. Et si on leur demande quelque chose qu'elles sont capables de faire, concrètement, me mettre en relation avec tel décideur, je donnais les noms, dans la demi-heure, là, c'était fait. Et le rendez-vous, on l'obtenait, en fait. Donc, en fait, c'est est-ce qu'on ose demander ? Est-ce qu'on croit en nous ? Est-ce qu'on s'autorise à rêver à autre chose ? Parce que c'est possible, en fait. Et c'est pour ça, on parlait de la confiance tout à l'heure. Pour moi, la confiance, c'est un synonyme d'action. Et du coup, quand la confiance n'est pas là, il y a l'inaction. Et aujourd'hui, on est confronté à cette inaction parce que nos muscles de confiance, ils sont atrophiés parce qu'on a appris à les contourner, en fait. C'est ce philosophe Marc Ognadi qui dit, en fait, ce qui est vicieux dans la société du numérique telle qu'on la vit aujourd'hui, c'est pas que les relations de confiance sont attaquées,
c'est qu'on apprend à se passer de la confiance, on apprend à le contourner, on apprend à ne plus avoir besoin de cette expérience humaine toute simple sur laquelle notre société est basée depuis des années, depuis ses fondements en fait. L'économie est fondée sur la confiance, la monnaie est fondée sur la confiance, l'école est fondée sur la confiance, tout est fondé sur la confiance. Et là, on est en train de désapprendre ça. Donc le 14 novembre 2015, moi j'ai ressenti cette confiance, cette légitimité qui me dit oui, je peux faire quelque chose à mon échelle et demander, apprendre à demander. C'est enclencher le paradigme du don. Apprendre à demander, apprendre à donner, apprendre à recevoir et apprendre à rendre. Et le repas est une expérience de don, de confiance, d'apprendre à donner, d'apprendre à recevoir, etc. Et du coup, pour moi, c'est une expérience simple, accessible à tous, qui répond à un besoin primaire qui est de manger bien, mais qui permet, par la même occasion, de transmettre cette expérience de confiance et de relation aux autres fondée sur le don, qui, si on la conscientise, nous permet d'entrer dans un modèle de société dans lequel chacun compte, chacun a sa place, chacun peut prendre sa place à table. Et du coup, aujourd'hui, les petites cantines, c'est ça, c'est par le biais de repas partagés, de choses toutes simples comme le fait de râper des carottes ensemble, se dire, il y a un projet de société à réécrire ensemble. Oui, on en vérifie, j'ai pas un couteau. On est impeccable. Parfait. Moi, j'arrive juste pour goûter. Hein. C'est vous qui avez cuisiné, moi j'ai juste pour goûter. Super bon. Vous avez goûté? Ah bah tiens, goûte. Donc aux petites cantines, vous allez croiser le banquier du coin, l'étudiant du campus du bout de la rue, la dame retraitée qui habite un peu plus loin. Tout le monde. Vraiment, c'est très très diversifié en termes de fréquentation. Alors aujourd'hui, nous avons Roman qui est en stage. Jeune étudiant. Voilà, jeune étudiant. Il a toujours le sourire, c'est super agréable de travailler avec lui. Et alors juste à côté, nous avons Geneviève. Bonjour, donc moi c'est Geneviève. Je suis la retraitée du jour. Il en faut. Voilà, j'ai du temps, donc je suis venue cuisiner comme tous les mardis matins. Et moi Mathilde, je suis là de passage aujourd'hui. Je travaille plus actuellement, donc je suis venue passer un bon moment ici. Justement, les petites cantines. Donc, vous avez testé dans le quartier de la Duchère à Lyon, qui est un quartier prioritaire, en 2015, le concept des petites cantines. Vous avez ouvert ensuite la première petite cantine en 2016 à Lyon, dans le 9e arrondissement. Aujourd'hui, il y a 14 petites cantines en France, dont 6 à Lyon. Raconte-nous, quel est le concept et les valeurs des petites cantines? C'est quoi les petites cantines? Comment ça se passe? Une petite cantine, c'est un restaurant. Un restaurant au sens fort, un restaurant pour restaurer. Concrètement, comment on s'y prend? On s'appuie sur 3 piliers. Le pilier participatif, ça veut dire que c'est ambiance comme à la maison. On ne sait jamais exactement qui va venir cuisiner le matin ou en fin de journée, si c'est pour le soir. Mais il y a 10 places en cuisine participative et viennent se croiser autour des éviers, autour des plans de travail, des personnes de différentes générations et différents parcours de vie. Il y a des étudiants, il y a des retraités, il y a des personnes qui sont en recherche d'emploi, il y a des personnes de nationalité étrangère, il y a des personnes qui ont juste besoin de faire une pause dans leur journée. Toutes ces personnes vont se croiser autour des plans de travail et enfiler les mêmes tabliers. Ensuite, c'est à prix libre. Ça veut dire que tout le monde donne quelque chose pour le repas, mais chacun donne ce qu'il veut. Cette stratégie tarifaire fondée sur le prix libre va nous permettre que l'argent ne soit pas un frein pour pousser la porte des petites cantines et on va chercher à couvrir au maximum notre autonomie financière. Ça ne suffit pas à couvrir toutes les charges d'une petite cantine, mais ça en couvre quand même une bonne partie et le reste va être couvert par des privatisations. Quand il y a des entreprises dans le quartier qui veulent faire du team building, des ateliers d'équipe autour de la cuisine ou partager des repas de fin d'année ou autre. Et puis il y a aussi des cantines qui vont fabriquer des produits, par exemple des confitures à partir d'invendus, ou qui vont faire des ateliers de couture ensemble et ensuite vendre et les gens du quartier vont les acheter et ça soutient le modèle économique de la cantine. Troisième pilier est hyper important pour nous, c'est l'alimentation engagée. Ça veut dire s'approvisionner en local, en circuit court, de collecter aussi les invendus des magasins bio du quartier, de mettre moins de protéines animales, d'avoir des repas savoureux et
Moi, je trouve que dans les critères d'alimentation durable aujourd'hui, tels qu'ils sont conçus par les institutions européennes et mondiales, il manque toujours un critère, qui est le critère relationnel. Si demain, tout le monde mange bio, local, équitable, etc., mais qu'il mange tout seul face à un écran, on ne peut pas parler d'alimentation durable. Le repas est toujours une affaire de relation, même quand on mange seul. En fait, on parlait tout à l'heure de la tarte aux mirabelles, etc. Ça nous ancre dans un collectif. C'est le poète anglais John Donne qui disait « Aucun homme n'est une île, ni dans le temps, ni dans l'espace, et le repas nous rappelle en permanence ça. » Donc l'alimentation engagée va être une manière de se dire on va trier les aliments qui sont dans notre assiette, on va choisir des choses qui sont bonnes pour nous, on va choisir des choses qui sont belles, qui nous nourrissent vraiment, mais on ne va pas trier les convives. Il ne va pas y avoir, parce qu'il y a des invendus, des citoyens de seconde zone, de seconde classe. Il ne va pas y avoir, parce que c'est du bio hyper qualitatif, uniquement des bobos de milieu urbain. Il ne va pas y avoir, parce que c'est une alimentation engagée, uniquement une population militante à table. Mais en fait, tout le monde. Et parce que ce sont tous ces aliments qui vont se retrouver dans notre assiette, et parce que les convives vont avoir le choix de ce qu'ils peuvent manger, alors ça va être une expérience à table d'être en communion, d'être en harmonie émotionnelle. Et ça, je pense qu'on en a besoin plus que jamais. Justement, je voulais te demander pourquoi ce choix de privilégier des produits durables. Est-ce que c'est une manière de démocratiser justement cette alimentation durable qui, comme tu le disais, parfois, voilà, les produits bio, c'est cher, ils sont pas forcément accessibles à tout le monde. Est-ce que c'est un moyen aussi de donner accès à tous? Et à qui s'adresse exactement ce restaurant? Parce que tu parlais des convives, tu les appelles les convives. C'est fort comme mot. C'est pas des clients, c'est des convives. Convives, oui. Convivere, vivre ensemble. Ça nous permet de sortir de la relation aidant-aidé, bénévole-bénéficiaire, ou de la relation commerciale, client, qu'est-ce que je te dois, relation de dette. Ça nous permet de nous rappeler que pour s'intégrer, il faut d'abord contribuer et qu'on est tous en mesure de contribuer, quelle que soit la manière d'eux. Je crois qu'à l'origine de ce choix de l'alimentation engagée, avec Étienne, il n'y avait pas un combat militant. Il y avait plutôt, nous, notre combat, c'était les relations. C'était avoir des interactions qui soient belles. J'étais pas du tout une vision des systèmes alimentaires vertueux. Moi, j'étais pas à l'époque si sensibilisée que ça à ce sujet. Mais en fait, en disant, on va choisir nos producteurs, on va choisir des gens avec qui on a envie d'être, à qui on a envie de partager une vision des choses, en fait, une vision humaine, une vision relationnelle. Ben, on en est arrivé naturellement en se rapprochant de producteurs, de commerçants du quartier avec lesquels on avait envie de travailler. On est arrivé sur des produits de qualité. Et qui, aujourd'hui, fournit les petites cantines ? Donc concrètement, chaque restaurant est autonome sur son circuit d'approvisionnement et va identifier avec les habitants du quartier des producteurs locaux, des magasins, etc. Et en fait, ensemble, ils vont construire l'écosystème qui va fournir les petites cantines. Tel boulanger qui va donner ses invendus de pain, tel maraîcher qui va livrer au marché juste à côté. Et en fait, il faut que les choses soient simples, de proximité, et quand on laisse la possibilité aux habitants de s'organiser, ils y arrivent très bien en fait. Ça, on va profiter de le mettre là, comme il y a de la place. Voilà, on essaie de faire comme on peut. Hein. Là, c'est les courses qu'on a toutes les semaines, qu'on commande des œufs, de la crème fraîche, du riz, concombre, poivron, tomates. Pour les menus de la semaine. Voilà, c'est ça. Alors ça, on va le mettre là. On a deux magasins qui nous donnent leurs invendus qu'on récupère. Et après, avec le maraîcher qui nous livre aussi des légumes. On a de la coriandre, du persil. Alors, il y a une astuce, on mouille le torchon. Et ça tient au moins 2 semaines, 3. Et l'astuce, elle vient de moi. C'est ça aussi les petites cantines, c'est apprendre plein de petits trucs en cuisine. Voilà, c'est ça. J'ai un niveau CAP en cuisine collective. Et chaque jour, j'apprends des recettes. Je ne connais pas toutes les recettes. Quelle recette, par exemple, vous avez appris ici? Est-ce que vous avez un souvenir? Oui, récente, là. C'est une pâte, c'est tarte soleil. C'est une pâte feuilletée qu'on déroule et qu'on met ou du pesto. On peut mettre du chorizo avec des poivrons bien mixés. On détache sur la pâte.
On peut mettre du gruyère, de la mozzarella, ce qu'on veut. Et dessus, on remet notre pâte feuilletée. Et ça fait une tarte soleil. Je ne l'ai pas encore faite pour mes enfants, mais je vais la faire quand j'aurai le temps. Voilà. Et aux petites cantines, vous réalisez des mesures d'impact et il y a ce chiffre, 88% des convives ont découvert des produits et des recettes saines de saison et peu coûteuses qu'ils ont envie de reproduire chez eux. Vous aviez conscience que vous alliez sensibiliser à ce point, que le pouvoir de la cuisine était aussi grand? Nous, on ne voulait pas qu'il y ait d'injonction morale. On ne voulait pas se retrouver dans une posture de donneur de leçons parce que nous-mêmes, on était comme les autres à apprendre en faisant. Et moi, je crois beaucoup au pouvoir de l'expérience. Et quand les personnes ont eu dans leur assiette un repas qui était gourmand et savoureux, alors même qu'il n'y avait pas de viande dedans, ça peut déconstruire un petit peu des visions du repas de qualité qui sont parfois bien ancrées. Et quand on a cuisiné ensemble, et en fait qu'on a vu qu'il n'y avait pas besoin de tant d'équipement, de matériel, voilà, pour faire quelque chose de très savoureux, ça donne des clés, tout simplement, des clés pour le refaire chez soi. Quand on rentre dans une logique où on s'offre du temps pour prendre un petit peu soin, c'est un peu comme le muscle de tout à l'heure. Plus on le fait, plus on a envie de le faire et plus finalement, dans nos agendas surbookés, on trouve du temps à y consacrer. Parce qu'on a posé la question à nos convives, c'est quoi votre premier frein à l'alimentation engagée ? La première réponse qui nous était faite, c'était le temps. Quel que soit le niveau de précarité économique, etc. Et c'est vraiment, ça nous dit quelque chose de notre rapport subjectif au temps, en fait. C'est hyper intéressant parce que d'habitude, on entend souvent que c'est le prix, le premier frein. Et je trouve que c'est hyper intéressant. C'est le temps, en fait. Et du coup, moi, je me dis, consacrons 3/4 d'heure de notre journée à cuisiner un plat chaque jour. Et petit à petit, ça enclenche une dynamique où le repas retrouve la place centrale qu'il a dans nos journées et dans nos quotidiens. J'aimerais bien, si tu es d'accord, te lire un extrait de mon livre qui, pour moi, dit quelque chose de cette expérience, ce déclic que peut constituer le repas. Avec plaisir. Le repas partagé est comme un système relationnel. Il est fondé sur la confiance. Nous partageons le même repas et absorbons les mêmes aliments. Et des relations d'équivalence. Nous sommes assis à la même table. C'est un système qui est l'exact opposé de l'emprise. Au lieu d'aliéner et de créer des mécanismes de dépendance, il nourrit, autonomise et émancipe. Au lieu de prendre possession des convives, il est dans le don. Ce don s'observe dans l'assiette et au-dessus de l'assiette. Chaque convive est une occasion pour les autres de se décentrer, d'élargir son regard. Toutes ces histoires, ces récits de vie nous font réaliser soit la vie privilégiée que nous menons, soit l'impossibilité de ranger chacun dans des cases. En se confrontant à la différence, à d'autres désirs, d'autres rêves, chacun prend conscience de sa propre singularité, de ce qui le rend unique au monde, de ce qui fait que les autres ont besoin de lui. Cette expérience fait du bien, elle muscle chacun dans sa capacité à ne pas laisser l'autre prendre le pouvoir sur lui et à ne pas lui-même prendre le pouvoir sur l'autre, le programme de toute une vie. Et je trouve qu'aujourd'hui, à l'échelle plus collective, on vit un système d'emprise, un peu comme un système qui nous maintiendrait sous cloche, dans lequel on se laisse téléguider par des modes de vie dont on perçoit bien qu'ils ne nous conviennent pas toujours, voire qu'ils sont parfois destructeurs. Et le repas est le premier petit pas pour retrouver ce pouvoir de décider de quoi va être fait notre journée. Oui, tu parles aussi des petites cantines comme d'un espace de résonance dans notre société qui s'accélère. C'est ça, c'est ce dont tu parles. Oui, c'est le sociologue allemand Hartmut Rosa qui a travaillé. Dans ses travaux, en fait, il cherche à trouver un remède à l'accélération, un remède contre l'accélération. Et il s'interroge, il se dit, est-ce que le remède contre l'accélération est la lenteur ? Ou bien est-ce que c'est pas la résonance ? Parce qu'il y a quelque chose en nous, en fait, qui bouillonne, qui a envie de pas ralentir. Au contraire, il y a une urgence, là, c'est maintenant qu'il faut agir. Et puis, créer ces sources de joie. Donc, il y a quelque chose de profondément humain derrière ce bouillonnement. La résonance, c'est s'inscrire en écho avec tout ce qui nous entoure. Moi, j'aime bien le mot écho, parce que c'est un son qui part, qui va se heurter contre un obstacle et qui va revenir vers nous. Et il ne faut pas avoir peur des obstacles. Il ne faut pas avoir peur de transformer les choses autour de nous, de les travailler. Pour moi, c'est à cette condition-là
que le monde dans lequel on est va être habitable. Oui, pour faire des panneaux photovoltaïques, oui, pour transformer nos sources d'énergie, oui, pour transformer nos modes de vie, mais en le faisant, en commençant par transformer nos interactions. Parce que je pense que quand on transforme les relations entre nous, c'est tout le système qui transforme. Oui, tu dis aussi que le lien social est un besoin fondamental, mais qu'il n'est pas inné. Est-ce que créer des liens, ça s'apprend ? En fait, parfois on utilise l'expression « créer des liens », et je trouve qu'on devrait plutôt se rappeler que la relation précède tout le reste, que le lien, il est là en fait, et que c'est à nous de ne pas y faire obstacle. Et la relation, elle est là, il faut juste la laisser passer. Et c'est nous qui construisons des murs, qui construisons des postures, qui faisons qu'on va se couper de ça. Et du coup, en faisant ça, on s'assèche, on crée des zones arides, on se dénutrit pour se nourrir à nouveau. Il faut laisser ces relations nous traverser sans se dire que ça va être comme une vague et qu'on va se faire dominer. Après la crise sanitaire, en fait, ça me fait penser à quelque chose. Après la crise sanitaire, on a accueilli une chercheuse dans les petites cantines qui a essayé de comprendre qu'est-ce qui fait qu'une rencontre se passe bien ou qu'elle se passe mal. Et donc, elle est allée chercher dans notre fichier adhérent des personnes qui n'étaient pas revenues pour leur demander, en tout anonymat, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et au-delà des personnes qui n'étaient pas revenues parce que la vie fait que, les fois où la rencontre s'était mal passée, 9 fois sur 10, c'était que les convives avaient eu peur de se faire dominer. Et il me semble, donc, se faire dominer, ça peut être le mec en costard qui va pas respecter les règles du jeu ou qui va croire que parce qu'il paye un peu plus, il va pas avoir besoin de faire ci ou faire ça. Vous voyez cette manière de parler des autres qui les réduit à une partie d'eux-mêmes, une caractéristique, et va témoigner du rétrécissement du regard, en fait. Et il me semble qu'en créant des lieux de résonance où il va y avoir des tiers de confiance qui vont dire les règles du jeu, qui vont dire qu'elles vont être respectées, qui vont s'assurer que tout le monde va être en sécurité. Et parce que notre besoin de sécurité, il est nourri, alors après, on va pouvoir répondre à notre besoin de relation. Du coup, il me semble que oui, les petites cantines font partie de ces espaces qu'on aurait besoin de démultiplier dans la société. Donc vous, Emmanuel, vous gérez cette petite cantine, qui est la première petite cantine d'ailleurs. Exactement là où tout est né, où le projet est né il y a bientôt 8 ans. Cette petite cantine a ouvert le 1er septembre 2016 et depuis, elle ne désemplit pas. J'ai rejoint l'aventure en 2021, fin 2021, et j'ai pris des fonctions salariées, là responsable seulement depuis janvier. Donc c'est tout récent ma prise de poste. Voilà, et je suis ravie. Je suis en charge que la cantine soit ouverte tous les jours, qu'on puisse recevoir du monde tous les jours autour de la table. Et je suis aussi en charge d'assurer l'équilibre économique de la cantine. Il y a juste au-dessus de moi un petit tableau en fait qui indique ce que représente un repas. Un repas, c'est quand même 14,50 €. Donc on a à peu près 4,50 € de matières premières qu'on est obligé d'acheter. Plus on a un loyer, mon salaire, les charges en fait pour faire que ça tourne. Mais 14,50 €, c'est notre prix d'équilibre. Et après, donc chacun est invité à donner ce qu'il veut, ce qu'il peut. Et il y a aucun jugement dans la somme qu'ils vont donner. Ils ont droit au même sourire qui donne 2 € ou qui donne 30. Parce que vraiment, le but aux petites cantines, c'est que tout le monde puisse venir aux petites cantines et que l'argent ne soit pas un frein à cette rencontre. Dans vos mesures d'impact, il y a aussi un autre chiffre qui m'a interpellée, c'est que 10% de vos convives disent qu'ils ont retrouvé un emploi, une formation grâce aux rencontres qu'ils ont faites aux petites cantines. Il est génial ce chiffre. Oui, ça on s'y attendait pas du tout, parce que nous on n'a rien fait pour ça. C'est pas un lieu dans lequel on diffuse des offres d'emploi, mais simplement parce que le repas est le premier réseau social en France. C'est bien la preuve qu'on n'a pas forcément besoin d'être hyper connecté sur tout un tas de réseaux sociaux numériques pour se connecter à celui-là. Et juste parce que les gens se sont retrouvés assis à côté, je sais pas, d'un enseignant, d'une banquière, de quelqu'un qui travaille dans l'agriculture, d'un menuisier, d'un assureur, en fait, ça leur donne des idées, ça les aide ça leur donne des cartes de visite, ça leur ouvre
un champ relationnel qui ne leur était pas accessible jusqu'ici, juste parce que chacun est dans son couloir de nage, chacun est dans son silo, chacun est dans sa case, et du coup, les générations n'osent pas toujours parler entre elles. Le repas est ce lien tout simple. La table est ce média qui va permettre aux personnes d'entrer en relation les unes avec les autres en tant que personne et pas juste en tant que fonction dans la société. Et quand on connaît le coût du chômage longue durée en France, qui est de 18 000 euros par an et par personne, on calcule vite les coûts évités. Pour 1 euro investi aux petites cantines, combien d'euros économisés pour la collectivité, pour la puissance publique? S'engager dans les petites cantines, que ce soit par sa présence, par ses compétences, ou encore financièrement, c'est investir très concrètement dans un modèle de société. Et avec des dividendes sociétaux, environnementaux, qui sont mesurables. Donc aujourd'hui, il y a vraiment un modèle qui se dessine, un modèle structurel, pas juste de la charité, mais c'est un modèle qui structurellement est pensé pour que, tout en étant en situation de vulnérabilité, puisqu'on ne sait jamais vraiment qui va venir cuisiner, qu'est-ce qu'on va avoir dans l'assiette, à côté de qui on va être assis, on ne sait pas non plus combien on va avoir dans la caisse à la fin de la journée, donc on est profondément en situation de vulnérabilité parce que les interactions sont là, parce qu'on mise sur l'intelligence collective, parce qu'on actionne le muscle de la confiance, ça fonctionne au-delà de nos espérances. Et donc, ça me fait une transition parfaite puisque tu parles du financement. Quel est le modèle économique aujourd'hui des petites cantines et comment on peut vous aider, contribuer ? Chaque petite cantine est une association autonome sur son territoire. Elle va l'être sur le plan des ressources humaines. Elle va employer 1 ou 2 responsables de cantine, salariés qui font tourner la boutique. Et elle est autonome sur le plan économique, financier. Pour monter une petite cantine, il faut environ, en moyenne, ça dépend de l'état du local, etc., mais à peu près 200 000 euros d'investissement. On recherche des mécènes, des soutiens publics, privés, pour financer ces investissements qui, concrètement, c'est les travaux de mise aux normes, etc., l'ingénierie de projet au démarrage. Une fois que la petite cantine est ouverte, elle va viser l'autofinancement. Aujourd'hui, on a un tiers sur les 14 petites cantines, un tiers qui fonctionne très bien sur le plan économique, c'est-à-dire tous les bénéfices sont réinvestis dans le projet et il y a un équilibre entrepreneurial qui est trouvé à moyen non lucratif, toujours. Il y a un tiers des petites cantines qui sont sur la brèche, c'est-à-dire qui sont juste à l'équilibre ou juste en dessous, mais de peu, et on va dire d'une année sur l'autre, les choses se régulent avec un petit peu de trésorerie, il y a un peu de stabilité, de pérennité dans le temps. Et il y a un tiers des cantines qui a plus de difficultés. Et c'est là qu'arrive l'intérêt du réseau des petites cantines, c'est-à-dire le fait d'aider quand il y a des passages un peu difficiles, quand il y a des décisions difficiles à prendre, d'aider, de partager notre savoir-faire, d'aider, de soutenir les personnes qui vont avoir des décisions à prendre, de partager nos expertises pour que, à ce moment-là, la cantine ne sombre pas, mais traverse la tempête, la période un peu venteuse, et que l'impact social perdure sur le territoire et qu'elle rebondisse. En fait, il y a des dynamiques de résilience en permanence, il y a les cycles de vie dans tous les projets, des dynamiques de rebond. Donc le réseau sert à ça. Le réseau lui-même, il est aussi une association autonome qui s'appelle les Petites Cantines Réseau, qui aujourd'hui est dépendante de subventions publiques ou privées à 80%. Ça, c'est plutôt facteur de fragilité pour nous. Ça, c'est quelque chose qu'on cherche à faire évoluer. Moi, aujourd'hui, je frappe à la porte d'entrepreneurs chevronnés, parce qu'en fait, c'est un projet entrepreneurial, même s'il est associatif et non lucratif. Il y a une logique entrepreneuriale de mise en économie derrière. Oui, c'est un projet qui s'inscrit en fait dans l'économie sociale et solidaire. C'est un projet qui s'inscrit dans l'économie de demain. Il se trouve qu'aujourd'hui, on l'appelle économie sociale et solidaire, mais elle contient en elle les germes de ce qui servira d'ingrédient pour la robustesse de nos entreprises conventionnelles demain, si elles ne veulent pas sombrer. Ce sont des entreprises actuelles, sont des entreprises qui sont fondées sur des modèles prédictibles, maîtrisables. Les fluctuations qu'on va rencontrer de plus en plus, et on commence déjà, feront que ces modèles ne fonctionneront plus demain. Donc ils auront besoin de s'appuyer sur les ingrédients sur lesquels nous nous appuyons aujourd'hui. Donc aujourd'hui, moi je vais frapper à la porte d'entrepreneurs ou d'entrepreneuses chevronnés qui sont à une étape de leur vie où ils ont soit bien revendu leur boîte,
soit un patrimoine personnel ou bien d'entreprise, qu'ils veulent réinvestir au moins en partie dans des projets d'avenir sociétaux et environnementaux. Et parce que des mondes se parleront, les mondes de la finance, les mondes de l'entreprise, les mondes des projets à impact, alors ensemble, on va pouvoir financer cette phase de transition nécessaire pour faire évoluer notre modèle économique, acquérir plus de capacités d'autofinancement et être moins dépendant à moyen terme des subventions publiques ou privées. Donc aujourd'hui, moi, je cherche à ce que ces mondes se rapprochent, ce monde des investisseurs et ce monde des projets à impact dont je fais partie, parce que sinon, les projets à impact sont sous-financés et on perd de la R&D sociétale au moment où on en aurait le plus besoin. Aujourd'hui, ce qu'on considère comme créant de la valeur, c'est tout ce qui est productif. C'est tout ce qui va contribuer au PIB. Mais on sait très bien que le PIB ne prend pas en compte toute la dimension relationnelle et lien social qui est pourtant à l'origine de toutes les autres créations de richesse. Et je pense que à la fois les entreprises font partie du problème, mais qu'elles font aussi partie de la solution. Aujourd'hui, vous avez 14 petites cantines ouvertes et nombreuses autres en création. Quels sont vos projets, vos objectifs ? Notre objectif est d'accompagner jusqu'à 50 créations de petites cantines. Pourquoi 50 ? Parce que pour nous, c'est à la fois un objectif qui est significatif et en même temps, c'est un plafond de développement qui est intéressant. Déjà, c'est intéressant en soi d'avoir un plafond de développement. C'est se dire, notre fonctionnement en réseau, il a ses limites. Pour nous, ce qui est important, c'est de toujours pouvoir vivre entre nous ce qu'on a envie de faire vivre aux convives. Et donc, pour vivre les relations d'entraide, de confiance, d'intelligence collective, il faut qu'on puisse un minimum se connaître, fonctionner ensemble. Et il nous semble qu'à 50, c'est un plafond au-delà duquel on risque de vivre des effets de bord, des effets contre-productifs. Vous savez, quand on devient une trop grosse machine, ça crée plus de complexité qu'autre chose. Et chez nous, on est très attaché à la simplicité. 50 petites cantines, c'est aussi un chiffre intéressant parce que derrière, c'est 100 000 convives. 100 000 convives, pour nous, c'est un point de bascule. Ça veut dire, à partir de 100 000 convives, on se dit, on ne dira plus « ce projet marche » parce que c'est Josette dans tel quartier ou Pablo qui a du charisme et en fait, ça repose sur les épaules de quelques personnes de bonne volonté. 100 000, c'est qu'il y a quelque chose de structurel. C'est qu'il y a quelque chose à objectiver derrière. C'est que les chercheurs, le milieu académique peuvent s'y intéresser. Ah, qu'est-ce qui se passe derrière le prix libre ? Qu'est-ce qui se passe derrière ce modèle de gouvernance ? Qu'est-ce qui se passe derrière cette manière d'accompagner des métiers du lien ? Parce que les responsables de cantine ne sont autre chose que des métiers du lien, qui sont aujourd'hui surexposés, qui naviguent à contre-courant de beaucoup de tensions sociales. Et comment on les accompagne ? Comment on les forme ? Comment on prend soin de ceux qui prennent soin ? Comment on les considère ? Comment on réalise à quel point ils sont la clé de voûte du projet de société vers lequel on est en train d'effectuer notre transition. Les moments fatidiques de la vaisselle. Il me semble Exactement, on a c'est plein une, de c'est une taille de réseau pour faire la vaisselle. Hein qui Parce est qu'il y a au aussi bon cantine, équilibre entre nous constituer n'avons pas un de la challenge vaisselle, parce qu'on trouve entrepreneurial qu'en fait faire la vaisselle, ça Et en permet même de temps créer du rester lien et la à notre vocation de ce mesure, lieu, c'est de créer du lien. à Donc taille humaine. tout est Ça veut bon dire à prendre que pour créer tout du lien. seul, on ne Y réussira compris pas faire la vaisselle. à répondre aux besoins on se met un peu de sociaux en musique France, qui est colossal, qui va bien au-delà de ces En fait, 50 quand restaurants. Diane était ici en tant que Le besoin maîtresse de social maison, en France, elle on l'a l'a été en évalué à 2021-2022. restaurants participatifs Elle avait l'habitude en fait milieu urbain. de passer Pourquoi toujours le 500? même titre pour Aujourd'hui, lancer le la modèle des vaisselle, petites pour que cantines tout le est monde un en modèle fait qui est plutôt se urbain lève que rural. et s'attelle à la Pour vaisselle. une question de modèle donc, du coup, économique, je vais vous passer il faut qu'il y ait ce une morceau-là. forte densité urbaine, Allez, pour une question de manière vaisselle. d'animer la communauté. Or, en France, il y a à peu près, de mémoire, 450 villes de plus de 20 000 habitants, dont des métropoles dans lesquelles on pourrait avoir plusieurs restaurants participatifs suivant les quartiers. Et c'est comme ça qu'on est arrivé au chiffre d'un besoin social de 500 minimum, plus les besoins en zone rurale. Aujourd'hui, notre enjeu, il est de transmettre notre savoir-faire à des personnes qui voudraient monter soit une petite cantine, soit un projet qui mette le lien social autour du repas, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa spécificité locale. Donc on peut partager notre boîte à outils, nos retours d'expérience qui permettent de gagner du temps. Parce qu'aujourd'hui, du temps, on n'en a pas beaucoup. Et si demain, il y a des entrepreneurs ou des restaurants qui ont envie de se construire en réseau, de faire émerger d'autres réseaux de restaurants participatifs en France avec d'autres marques non lucratives, eh ben, nous aussi, on peut transmettre notre savoir-faire de réseau. Dans une forêt, il n'y a pas qu'une seule espèce d'arbre. Il n'y a pas juste des chênes ou des hêtres. En fait, il faut toutes les espèces pour créer un écosystème qui s'enrichisse mutuellement.
Diane, cela va bientôt faire 10 ans que les petites cantines existent. Quel a été le moment le plus fort, si tu devais en choisir un? Je sais que c'est difficile, mais est-ce qu'il y a un moment comme ça qui te vient spontanément? Je crois que c'est quand je suis redevenue responsable de cantine en 2021. C'était après la crise sanitaire. Ça faisait 5 ans que je travaillais sur la structuration du projet et finalement que j'étais beaucoup en réunion ou derrière un ordinateur ou avec des financeurs potentiels. Et après la crise sanitaire, j'ai eu besoin de retrouver le contact avec les convives, de retrouver le terrain. Et de me retrouver à nouveau responsable de cantine à Vèze, dans la petite cantine à côté de chez moi, au quotidien. Je me souviens très bien de ces premiers moments où la cantine est vide. C'est moi qui tourne la clé dans la porte, j'allume la lumière, je pose mes affaires près du bureau. Je sors le linge, je commence à l'étendre, je vérifie les températures du frigo. Tous ces rituels, au calme, pour moi, ils provoquent une émotion incroyable. Le moment où je sors le menu sur le trottoir et où les voitures qui s'arrêtent au feu rouge me saluent, me font un sourire, ou certaines se demandent un peu ce qui se passe ici. C'est un moment où je suis seule, mais je prends la mesure de tout ce que ce projet transforme chez moi. Et aussi d'à quel point il rejaillit sur les autres de manière positive. Et je ressens une gratitude. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir les yeux humides à ce moment-là. J'allais te demander de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui? Et je crois que tu viens de nous le dire, en quelque sorte. Je suis pas fière, je suis plus dans la gratitude. Parce que je mesure à quel point j'aurais jamais pu faire ça seule. Et à quel point mon point de départ, ça a été de lever ce premier obstacle qui consiste à dire « j'ai besoin de toi ». Et aujourd'hui, je pense que notre société, elle a appris à dire je peux t'aider », mais est-ce qu'elle a appris à dire « j'ai besoin de toi ». Or, on a tous besoin de contribuer. On a tous besoin de sentir notre utilité sociale et que les autres ont besoin de nous. Donc je pense qu'en disant ça, on accepte qu'on n'est pas tout puissant et on accepte de s'ouvrir à ce que les autres pourraient nous apporter. Diane, ce podcast s'appelle La Recette. Quelle recette voudrais-tu nous donner aujourd'hui, ou aurais-tu aimé qu'on te donne peut-être? Moi, j'aimerais bien qu'on me donne la recette de comment ça fonctionne la relation mère-fille. Parce que j'ai 4 enfants, dont une fille, et je vois bien que maintenant qu'elle sort de l'enfance, ma fille, la relation change, la relation c'est vivant, et ce que je pensais acquis est encore à redéfinir, à reconstruire. Je pense que c'est encore une des choses qui va me déplacer à l'avenir. Merci beaucoup. Merci Diane pour ton temps. Merci de nous avoir confié ton histoire et bonne continuation.